Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour. Bonjour, partout où vous êtes, et bonsoir. C'est le 30 juin 2019, 30 juin 1959, 1960, 59 ans. 1960, 59 ans, nous sommes avec les patriotes. On va essayer de parler l'indépendance du Congo et puis perspective d'avenir. Donc, comme nous sommes là, j'aimerais bien directement les présenter. Donc, à mon extrême gauche, c'est M. Lozolo, analyste politique, intellectuel. L'homme a plusieurs casquettes, homme politique belge, mais il a abandonné. C'est vous qui le dites. On le saura tantôt. Et puis, à ma gauche, c'est Patrick Illiko. Et puis, j'ai papa Patrick Illiko, analyste politique. Papa Léon Montoutou. Il est du Conseil national de la résistance congolaise. Et puis, UDPS des fondamentaux. André Mota, lui, il est belgo-congolais. Oui. Il anime un mouvement belgo-congolais. On a un père Benelux, Patrick Yogo. Bonjour, bonjour à tous. Porte-parole un père Benelux, et puis il est analyste politique. On a à mon extrême droite, nous avons M. Harry Debom. Harry Debom, un vrai flamand, mais lui il est bruxellois. Un vrai flamand, mais bruxellois. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je crois que Papa Léon Montoutou propose l'hymne national. Oui. Nous pouvons nous mettre debout pour chanter l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre souveraineté, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin du 30 juin, 30 juin au doux soleil, 30 juin au jour saint. Jour sacré donné de moi notre liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Yeah, 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 yeah. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Enfin, nos voix sont déjà cassées. Sans plus tarder, on va écouter le témoignage de Papa Léon Montoutou. Témoignage, Papa Léon, en tout cas le micro va circuler aujourd'hui. Eh bien, je n'ai pas beaucoup de choses à vous raconter pour ce grand jour du 30 juin, que d'autres pensent que nous sommes venus fêter, mais nous sommes venus méditer. Puisque à l'allure où va le pays et tout ce qui se passe dans notre pays, ça ne mérite même pas une fête. Hier, nous avions célébré nos martyrs. C'était pour nous mettre en phase avec ceux qui nous ont quittés sur cette terre des hommes et qui continuent à nous quitter même jusqu'aujourd'hui. Nous sommes le 30 juin, mais les nouvelles qui nous parviennent actuellement à Kinshasa, quand on parle qu'il y a 3 morts à Goma, ça ne fait pas plaisir de dire que voilà, nous fêtons notre indépendance. Bref, un témoignage que je peux vous dire, en 1960, j'avais pratiquement 14 ans. Mais j'étais déjà dans un grand collège à Campondé, quand cet événement est arrivé,
nous étions déjà dans une turbulence à partir de la date de l'indépendance, puisque je suis kassaïen, j'ai grandi au Kasaï. Il y avait déjà une guerre civile qui nous divisait déjà à cette époque-là, dont les tireurs de ficelle jusqu'à présent restent inconnus. Mais nous savions d'où ça venait, puisque diviser pour régner, c'est un principe que nous connaissons. Nos amis ici à l'Occident, ils ont comme un principe cet adage-là de diviser pour régner. Eh bien, nous nous sommes battus entre nous depuis 1958-59, entre Loua Balouba, et puis nous étions dans une turbulence que je ne peux pas vous décrire ici, de triste mémoire. Et c'est dans ce courant-là qu'est venue notre indépendance. Eh bien, ce que nous pouvons saluer est qu'il y a eu nos grands frères qui se sont battus, quelle que soit leur insuffisance, quel que soit leur déficit à cette époque-là sur le plan politique, économique, tout ce que vous voulez, mais on a quand même arraché quelque chose dont nous continuons à célébrer jusqu'à aujourd'hui avec fierté, que nous sommes le 30 juin. C'est une date historique qu'il nous avait léguée pour dire que dans les discours que nous allons entendre peut-être revivre, Patrice Lumumba a dit « Cette date reste illustre, que vous devez graver dans vos cœurs et que vous devez enseigner avec fierté à vos enfants et vos futurs qui viendront après nous. » C'est pour cela que nous nous trouvons aujourd'hui pour parler de cette date historique. Malgré toutes les turbulences que nous connaissons dans notre pays depuis 60 jusqu'à présent, eh bien, les responsabilités, c'est comme hier à la messe, le prêtre nous a dit que chacun rendra compte le moment venu. Mais le moment là, moi je ne trouve pas qu'il est déjà là pour commencer à nous régler des comptes, pour savoir qui a fait quoi, qui a fait quoi. Mais nous sommes là, c'est pour témoigner que cette date, quand même, on a arraché quelque chose que nous devons léguer à nos enfants comme un héritage, et que le 30 juin 1960, parler d'une libération, chacun peut interpréter comme il l'entend, mais quand même, le mot indépendance, c'était un mot magique, puisque si je creuse dans ce qu'on nous disait à partir du collège où nous étions, petit collège et consorts, les prêtres nous disaient distinguer maintenant les leaders qui avaient amené le vent de l'indépendance. Il y avait du côté Patrice Emery Lumumba qu'on qualifiait à tort à cette époque-là qu'il était communiste. Eh ben, nous, on ne comprenait même pas qu'est-ce que c'est le communisme, mais je vais vous faire un peu comme c'était un témoignage. J'avais à ce petit collège-là comme directeur un flamand qui s'appelait Joseph Janssens, père sketiste, qui nous expliquait ce que c'est le communisme. Il vient et nous pose la question, petit que nous étions à l'école, pour dire qui dans cette classe n'aime pas sa maman. Mais c'était difficile à répondre. Tout le monde, nous regardions. Et il continue. Qui n'aiment pas leur maman? Il n'y avait personne. Mais qui aime leur maman? C'est toute la classe qui levait le doigt. Alors maintenant, il explique ce que c'est le communisme à sa manière. Il nous dit, le monsieur là qui vous parle de l'indépendance, Lumumba, vous voyez ici à l'école, vous avez les cahiers gratuitement, vous avez les bics, les stylos, tout gratuitement. Mais là, quand l'indépendance va venir, il écrit au tableau le mot, pour la première fois dans ma vie, Minerval. Nous, on ne comprenait pas qu'est-ce que c'était le Minerval. Vous allez payer des Minerval, les cahiers ici, vous allez les payer, et puis tout ça. Bref, il conclut pour nous dire, vous aimez vos mamans. Votre maman là, le communiste, quand ça va s'installer dans votre pays, on va prendre votre maman, on va la donner à quelqu'un d'autre. Qui est d'accord pour ça? Mais c'est tout le monde, nous étions contre. Comment on va prendre ma mère, on va la confier à quelqu'un d'autre qui n'est pas mon père? Alors là, le mot communisme est passé dans notre petite mémoire à cette époque-là, c'était une mauvaise chose. Il donne le deuxième exemple, le vélo de mon père, qui était un instituteur. Vous avez un père qui est instituteur, mais il vient ici à l'école avec un vélo. Mais on va prendre ce vélo-là, le confier à un chômeur qui n'a pas travaillé comme ton père travaille. Voilà le communisme. Alors, vous voyez dans quel contexte nous étions. On était façonné de formatage vraiment pour détester complètement la personne de Lumumba, puisque lui, il amène le communisme. Je ferme la parenthèse, c'est un témoignage que j'ai vécu.
que nous avions tous compris, mais en grandissant et en voyant tout ça, c'était la fumisterie. C'était vraiment des accusations gratuites contre quelqu'un qui venait peut-être pour un bonheur que nous, peut-être, on n'a pas cru, mais tous les gens de 1960, tous les leaders, ne cessaient de nous dire, cette indépendance, nous étions jeunes à cette époque-là, je vous ai situé que j'avais 14 ans. Vous allez faire de bonnes études, vous allez connaître ce que c'est l'université. Si nous avons demandé l'indépendance, c'est pour vous épanouir, vous serez des cadres. Ils n'avaient pas menti. Je vous parle en tant que... Je suis sorti de mon école supérieure en 1974 avec le titre d'ingénieur informaticien. Et j'ai exercé mon travail convenablement. De 1974 jusqu'à ce que je suis venu ici en Belgique demander l'asile politique. Donc je ferme la parenthèse pour vous dire qu'ils n'avaient pas tort. Nous avons fait de bonnes études. Nous sommes allés à l'université, nous sommes allés dans des grandes écoles. Mais c'est un héritage de cette date historique de 1960 à ce jour. Et malgré que nous voyons que nos études, nous sommes formatés autrement par rapport à d'autres gens que nous avons côtoyés dans la vie, puisque aujourd'hui, si tu vois un petit Chinois qui vous fabrique tout ce que nous avons ici, mais nous sommes là pour réparer ce qu'on fabriquait. Voilà la différence que nous continuons à avoir et nous pensons maintenant que nos enfants, nous aussi, nous pouvons faire mieux, peut-être que cette école occidentale qui nous fabrique pour réparation de tout ce qu'ils ont déjà fabriqué. Et on n'invente rien, puisque la pirogue chez nous, ce n'était pas quelqu'un qui était allé à l'université, mais il y a le calcul dans la pirogue. Vous voyez, pour fendre l'eau et consorts, et vous voyez, même les grands bateaux que nous voyons ici en Europe, c'est imité sur nos pirogues et consorts. Donc, il y a beaucoup à apprendre, aussi. Et le 30 juin, ce que je retiens encore, je vous fais un petit calcul, est que de 1960, aujourd'hui, 59 ans, si nous faisons les additions de calcul politique, dans 59 ans que nous avons, ok, je termine par là, parce que c'est un calcul qui peut vous aider aussi. Nous avions connu 1960 jusqu'à 1964, turbulence créée par les tireurs de ficelles que nous ne pouvons pas taire ici. C'est toujours nos amis occidentaux qui ne voulaient pas de cette indépendance que nous avions eue. On a massacré presque toutes les têtes pensantes de cette époque. Vous voyez, on les a mis dans les difficultés, les Tchombé avec sécession katangaise. Mais Tchombé n'était pas né avec la sécession dans la tête. Et on a parlé de nous de sécession de Sud Kasaï, qui n'était même pas une sécession comme telle. Ils étaient au courant de tout ce qui nous est arrivé, mais hontés par de ne plus parler d'une république populaire qui s'était créée à Kisangani avec Antoine Kizenga. Il y a eu aussi des morts là-bas à Kisangani, mais quand on veut illustrer de 60 à 65, on tait ça, mais on montre seulement le Katanga, puisque là, ils avaient leurs intérêts d'aller exploiter les mines, et Mbujimaï pour le diamant qui était là-bas, mais on tait ce qui s'est passé à Kisangani. Or, c'était aussi pire que ce qui s'est passé dans tous les autres. Donc, de 60 à 59 aujourd'hui, si nous faisons le calcul, au moins ces gens-là avaient une solidarité. Ceux qui ont proclamé l'indépendance, ils avaient une solidarité puisque toutes les crises qu'on nous avait créées par les tireurs de ficelles, on les a balayées entre nous. Toutefois que les Congolais se mettent à table pour trouver des solutions à leurs problèmes, ils trouvent que les meilleurs. Je ne peux pas aller en détail, le temps qui nous est imparti est très limité. De 60 à 64, j'espère qu'on a quand même vécu, on a senti quand même qu'on devrait aller de l'avant, puisque les écoles, nous sommes allés comme à l'époque coloniale, l'école fonctionnait convenablement, l'université, on mangeait matin, le soir, on avait les moyens de transport, tout ce que vous voulez. Mobutu intervient en 1965, 32 ans. Les Kabila arrivent en 1996, nous avons aujourd'hui 22 ou 24 ans. Quand vous additionnez les 32 ans de Mobutu, dans la dictature, vous prenez ce que nous vivons avec les Kabila aujourd'hui, vous faites le calcul, vous voyez que sur 59, moins combien, il n'y avait que 4 ans que nous avions un peu goûté, un petit bonheur de notre indépendance de 1960 à 1964. Je termine par là. Merci beaucoup, Papa Léon Moutoutou. Directement, nous prenons M. Lou
au Zolo, maître de Zolo. Ça s'est passé comment ce 30 juin là? Ça s'est passé comment? Je tiens d'abord à remercier le doyen pour le tableau. Moi, je vais être modeste parce que le 30 juin, j'étais à Mont, donc je n'ai pas la prétention de certains de faire de longs discours sur la date du 30 juin. Je n'avais même pas 5 ans. C'est vous dire que j'étais vraiment en train de jouer aux billes, donc, ou bien au football. Mais ma chance, c'est que j'ai été, depuis le berceau, dans une famille politique. Et mon père fut conseiller communal à la foulée des élections de 58-59. Le doyen me corrigera pour la date. Donc il fut élu abaquiste du parti du premier président de la République, Joseph Kasavubu Abako. Donc mon père a été militaire, il est né en 30 comme le maréchal qui deviendra l'homme fort du pays. Ils ont été dans le même contingent militaire, on va dire Kanangalulabour et autres. Donc il fut militaire d'abord, versé après dans la fonction publique avant l'indépendance, à la douane et puis à l'économie nationale. Il s'est fait élire et donc moi j'ai goûté à cela depuis mon enfance. Lumumba je ne connais pas, j'ai entendu parler. Et maintenant je vois beaucoup de gens parler de Lumumba avec aisance. Alors parfois qu'ils sont nés en 80, bon ils ont fait des efforts de lecture. C'est donc je les remercie, c'est bien que nous apprenions, que nous écrivions. Et donc je n'ai pas connu Lumumba. Mais j'ai entendu parler de Lumumba comme certains entendent parler du Christ, que nous n'avons pas vu, mais nous avons la foi. Moi aussi, si j'avais 30 ans en 60, j'aurais été lumumbiste. Contrairement à mon père qui fut abaquiste et fédéraliste. Mais souvent on fait un faux procès à l'Abaco, que c'est un parti tribal. L'Abaco a été un parti avant-gardiste, un parti indépendantiste, un parti nationaliste. On pourrait en débattre un peu plus tard. Et donc, le contexte général, moi, je me limite à 55, la date de ma naissance. Le Bwana Kitoko, le roi Baudouin, visite le Congo. Je n'étais pas là. Mais ma mère y était. Elle m'en a parlé. Il était un roi très beau, paraît-il. Il était roi du Congo belge, du Rwanda et Urundi. Aujourd'hui, on parle du Burundi, mais en fait, c'est Urundi, capitale Usumbura, ex-colonie allemande qu'on nous a greffée par le dos, parce que suite à la défaite allemande en 14-18. Donc, les Belges ont hérité de ce mandat comme puissance tutélaire donc, du Rwanda et de l'Urundi, Burundi aujourd'hui. Et donc le roi arrive, tout sourire, le peuple lui réserve un bon accueil. Donc les indigènes se sentaient un peu belges, parce que le roi de Belge était roi de Belge et du Congo. Et donc nous sommes en 57-58 Accra, Lumumba y va. En 57, personne ne connaissait Patrice Lumumba à Léopoldville du tout. Personne, parfait inconnu. Il va à Accra, il rentre sûrement boosté par les Kwame Nkrumah et autres Sékou Touré. Il revient revigoré. Il avait un discours haut et fort, mais il était jeune, Lumumba. Je pense qu'il avait moins, en 50-60, Lumumba avait moins de 33 ans. Et donc, mais c'était quelqu'un qui avait le bagou, le verbe facile. Et Kasavubu était un taiseux, mais quelqu'un de déterminé aussi. Et donc, ce sont là nos deux pères. Moi, je ne les réunis pas tous les deux. Avant 60, donc, il y a le match de football qui tourne mal. 20 clubs, c'est mon club, contre Mikado. L'arbitrage est déficient. Ça gronde. Et puis, malheureusement, concours des circonstances, je pense, l'Abaco devait faire un discours, une réunion à la place Imika. Interdiction, parce qu'il y avait déjà des échauffourées. Interdiction par la police, et je pense que c'est le commissaire Dering qui interdit la manifestation. Pas de manifestation, pas de discours, et d'ailleurs le bourgmestre élu, Joseph Kasavubu de Dendal, aujourd'hui Kasavubu, est mis en arrestation, on va dire administrative, arrestation administrative pour besoin d'enquête, mais bon, c'était une arrestation, on va dire politique. Là, nous sommes en 59, le climat change complètement au Congo. Le professeur Van Bilsen pense que les Congolais ne sont pas encore prêts. Entre parenthèses, la première université au Congo, c'est en 54, le temps de former
les cadres, vous comprenez que c'était assez court. Et pour Van Bilsen, qui pensait que le Congo pourrait être prêt dans 30 ans, c'est-à-dire le temps de former au moins 3-4 générations d'universitaires pour prendre les choses en main. Et là, je fais un coup de griffe aux Belges, parce que déjà, entre-temps, dans les colonies anglaises et françaises, on a déjà Senghor, c'est un monsieur. Déjà au Parlement. Et, il est déjà au Parlement, il est aussi, Houphouët-Boigny est déjà ministre sous la France, la 4e République. Et au Congo, on a des boys, c'est-à-dire des domestiques qui font bien de la cuisine. Moi aussi j'aime la cuisine, mais je pense que ce n'était pas une très très bonne politique à l'époque. Bon, enfin bref, en 60, on est mal préparé, il n'y a pas assez d'élite. On fait d'abord les 2 tables rondes. Pourquoi je dis ça? Parce que la table ronde politique, il y a quelques cadres qui ont fait l'école normale, à peine, donc même niveau que mon père. Mais c'était des gens bien formés. Mais bon, ils sont, après l'école primaire, c'est juste 4 années. Et donc, c'était les cadres que nous avions. Sauf Kassavoubou qui avait le niveau, on va dire, universitaire. Il était séminariste, gradué en philosophie 3 années. Les Lumumba, c'était des autodidactes. Mobutu n'a pas terminé les études, chassé de l'école. Et les autres étaient encore au banc de l'école. Les Tshisekedi, à peine en première année Kandi en droit. Et donc, on se retrouve devant des responsabilités. Ils se retrouvent. La table ronde politique se passe assez bien. Les Congolais se battent bien. Ils obtiennent la date de l'indépendance, fixée au 30 juin. Ils obtiennent aussi un cadre juridique, constitutionnel, la loi fondamentale. Malheureusement, l'analyse, moi j'ai fait Sciences Po, la loi fondamentale ne collait pas à la réalité républicaine congolaise, d'autant plus que c'est la copier-coller, comme on dit aujourd'hui en Internet, de la constitution belge. Mais on n'est pas une monarchie au Congo. Et donc c'était ici, on dit le roi règne mais ne gouverne pas. Entre-temps, le chef du gouvernement, c'est lui le chef de la majorité. Et au Congo, on a trouvé avec cette loi une difficulté dès le départ. Le président qui était jeune aussi, né en 13, je pense, avait envie de régner et pas simplement d'inaugurer des places fortes de Léo. Lumumba aussi, son tempérament, plus il était chef majoritaire, c'est tout à fait normal qu'il ait eu envie d'être vraiment le numéro 1 du pays. Mais il y avait aussi un piège dans cette loi fondamentale qui disait que le président de la République pouvait démissionner ou chasser carrément le Premier ministre s'il n'obtenait que 2 contre 5 ministériels. C'est ce que Kassavoubou a eu le 5 septembre 60, 3 mois à peine l'indépendance, avec les signatures, on va dire les trahisons de Justin-Marie Bomboko et de Mafuta Kizola. Donc voilà un peu le tableau constitutionnel. On arrive à l'indépendance, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais avant d'arriver à cela, table ronde économique, le contentieux déjà entre les Belges et les Congolais démarre à partir de la table ronde économique. Qui on envoie à la table ronde économique? Je vais vous donner un spécimen. Pierre Mombele, le papa d'Adrien Mondele Niarkos, chef coutumier notoire, qui s'est amené à Bruxelles, dit-on, en tenue traditionnelle avec des plumes d'oiseaux d'Afrique, je pense. Et donc, le langage économique financier n'y est pas. Ils ne sont pas formés. Et en face, ils ont des vieux routiers de la finance, de la haute finance internationale, qui les ont floués. Si bien qu'après chaque réunion, ils apprenaient par la voie des ondes que toutes les grandes sociétés qui comptaient au Congo avaient déjà transféré leur portefeuille à Bruxelles. Donc, on s'est retrouvé avec une coquille vide sur le plan financier, d'où le contentieux déjà, on pouvait déjà partir avec des caisses pratiquement vides sous la Première République. Bon, le vieux en a parlé, je ne vais plus rentrer là-dessus. En 60, on arrive à l'indépendance. Protocolairement, 2 discours étaient prévus. Le discours du président de la République, Joseph Kasavubu, et le discours en réponse du roi de Belge, Sa Majesté Baudouin Ier, hôte de marque. Le discours se passe bien. En gros, Kasavubu dit que nous sommes aujourd'hui indépendants, tournons-nous vers l'avenir, essayons de bâtir une jeune nation forte, puissante, au cœur de l'Afrique. Et bien sûr que nous comptons sur l'aide aussi de Belges, des amis,
de la Belgique pour nous aider dans cette tâche de modernisation du pays. Le roi Baudouin aussi va dans le même sens que Kasavubu. Je pense qu'ils étaient conseillés par les mêmes conseillers. Il dit aussi bien des choses de la colonisation. C'était son grand-père qui fut, je pense, le bâtisseur de la colonie. Il dit de bonnes choses, qu'on a apporté la civilisation et que sur le plan de la santé, sur le plan social, il y a eu en tout cas des avancées sous la colonisation belge. Bref, allons vers la coopération. Les Belges sont prêts à vous donner le coup de pouce pour que vous deveniez demain une puissance au cœur de l'Afrique. Avec vos ressources, bien sûr. Mais il y a eu le discours, certains disent improvisé, certains disent que c'était calculé, de Patrice Emery Lumumba, qui change tout, qui énerve pas mal de monde. C'était un discours incendiaire, on va le dire comme ça. Mais en gros, Lumumba dit que l'indépendance, ce n'est pas un cadeau de la Belgique. On a obtenu cette indépendance de haute lutte. Et il n'a pas aimé aussi sur le plan social, il y avait une sorte d'apartheid selon lui. On disait aux domestiques, à l'indigène, tu et non pas vous. Je ne sais pas pourquoi il insistait qu'on lui dise vous et pas tu. Moi, je suis complètement indifférent qu'on me dise tu ou vous. Mais lui, à l'époque, bon, pensait que c'était discriminatoire. Certains restaurants, le noir ne pouvait pas y aller. Certains cinémas, Lumumba a épinglé cela dans son discours. Cela a eu le don d'agacer un peu le roi Baudouin qui a voulu rentrer illico et in petto en Belgique. On l'a calmé, il est resté. Lumumba n'a pas présenté des excuses, mais au Parlement, il avait tenu un discours beaucoup plus atténué. Souvent, les Congolais ne le disent pas, je vais le dire. Après cette fête d'indépendance, c'est Lumumba il fut convoqué. Moi, je ne dis pas invité, mais il fut convoqué aux États-Unis d'Amérique en août. Et il a été reçu debout, je pense que sans un verre d'eau, par Doul, qui fut secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, qui lui a posé deux questions précises. Patrice, que veux-tu faire du Congo? Quelle est ta vision du Congo? Et Lumumba avait clairement dit que le Congo est indépendant depuis le 30 juin 60. Nous voulons faire du Congo un État moderne, fort, et d'ailleurs, nous allons ouvrir le partenariat avec tous les pays qui veulent bien nous aider, ici-bas, pour que nous arrivions à nos fins, faire du Congo un grand pays. Et ça s'est écourté, il n'y a même pas eu de photos de famille, dit-on, parce que lorsqu'on reçoit des amis, c'est des habitudes occidentales, on fait une photo pour dire qu'on est des bons amis, il n'y a pas eu de photo. Et Lumumba, à peine rentré en août, en septembre, quelle mouche a piqué le président Kasavubu, je n'en sais rien. Il prendra la décision de révoquer Patrice Lumumba à 9h30 lorsqu'il commençait son travail au Mont Stanley. Première décision, je révoque le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Mais moi, j'ai fait aussi l'analyse de ce texte. Il n'y a pas de motivation. Pourquoi il le chasse, il révoque Lumumba? Il n'y a pas de raison, de motivation, on va dire. Mais en tout cas, fort de deux signatures ministérielles, comme je l'ai dit, de Bomboko et de Mafuta Kizola, Lumumba sera révoqué. À 11h, Lumumba passe aussi, fort de sa majorité, sur la voie de zone pour dire que, écoutez, je révoque aussi le président de la République. Bref, Mobutu s'en mêlera pour neutraliser. Il dit le haut commandement militaire a pris la décision de neutraliser et le président de la République et le Premier ministre. Et puis après, ça sera la mise en place du collège du commissaire généraux dirigé par Joseph Iléo. Ça n'était fini pour Patrice Emery Lumumba. Je ne sais pas si je vous ai brossé complètement le contexte 60. Si je dois m'arrêter là, sinon je pourrais parler jusqu'à minuit du Congo. Merci beaucoup, monsieur Luzolo. Je rappelle que monsieur Luzolo est aussi cadre de la Parico, je crois, porte-parole, il est aussi cadre à Parico. Merci, c'est vraiment intéressant. Patrick Iliko. Oui, avant moi, il y a eu deux orateurs très intéressants. Le doyen qu'on doit respecter, l'historicité et surtout le fait d'avoir participé physiquement à notre histoire commune. Là-dessus, j'ai toujours tendance, nous on est de cette nouvelle génération, si je dois rejoindre mon frère,
Luzolo ici à côté. Nous sommes cette nouvelle génération qui nous sommes arrivés en RDC beaucoup plus tard que l'indépendance, mais dont nous sommes passionnés et nous voulons absolument cette grandeur tant espérée que nous chantons puisse être redorée et vivant réellement en RDC. C'est pourquoi nous avons pris le temps d'approfondir et de comprendre nos événements historiques au moindre détail en suivant chaque parcours, chaque individu qui a participé et connaissant chaque détail de chaque cheminement. Nous avons relevé à travers ces études que nous avons opérées qu'il y a eu des anomalies, des choses qui se sont passées dont la connaissance congolaise n'a pas été dévoilée à la grande masse congolaise. Lorsque j'entends mon frère Luzolo ici nous décrire l'absurdité du discours, en tout cas la brutalité du discours de Lumumba, c'était ne pas connaître les fréquentations de Lumumba, c'était oublier que Lumumba est d'origine syndicaliste et il a été formé à cette école-là, l'école de la revendication. C'était un homme plein de revendications. Il voulait absolument que le Congo soit quasiment parfait, bien que le Congo était encore en formation, en gestation dans les esprits de chaque membre. Deuxième notion que j'ai pu relever en écoutant nos doyens, c'est que tous nous sommes d'accord que le niveau de formation est important pour avoir une grande nation. Face à la pression internationale, à la connaissance et à la maîtrise internationale de la haute finance, on a besoin, en tout cas en RDC, d'avoir des gens compétents, capables d'affronter cette communauté internationale sans avoir de complexe ni même d'incompréhension. Donc ce qui a manqué pendant l'indépendance, c'était ça, pendant les ratés des arrangements économiques, de transfèrement du pouvoir économique à l'indépendance. Donc ce que moi je vais insister, Pasteur Bobo, c'est surtout sur les plans organisationnels. Je vais essayer de démontrer à nos doyens ici que l'école de l'apprentissage, c'est une école de vérité. Vous voyez, si nous apprenons bien, nous serons dans la vérité occidentale, c'est-à-dire l'homme occidental tel qu'elle soit, quand il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui connaît bien les choses, il a tendance, comme l'ont fait les Chinois ont remis l'Occident à sa place en prenant des positions. Aujourd'hui, la Chine est une puissance qui compte. Il y a de cela quelques années, la Chine était mise sur les bancs des accusés en disant voilà, communisme, infréquentable, interdiction par-ci par-là. On a tout vu avec eux. Donc la RDC n'échappe pas à ces systèmes-là et on doit arrêter absolument, constamment en train de pleurer derrière l'Occident. On doit arrêter ça, il faut qu'on s'assoie et qu'on regarde nos mécanismes et qu'on trouve l'intelligence nécessaire pour donner à la RDC son hymne national, la réalité de son hymne. Donc pour ça, Pasteur Bobo, nous avons relevé en fait pendant les gestations de l'indépendance, on a relevé grands événements, beaucoup d'événements, enfin un grand événement historique qui s'est passé en Belgique, dont toutes les personnalités, même le pouvoir en place ou même les historiens de la RDC ont mis d'écrire et de dire aux Congolais que cet événement-là, c'était l'événement clé pour la RDC. En Belgique ici, il y a eu en 1955, pendant les élections, avant les élections de 58, il y a eu en 1955 l'arrivée fulgurante d'un individu au niveau du Parlement belge. Cet individu-là était épris de la RDC qui s'appelle Augustin Bousseret, un grand intellectuel de haut niveau que les Belges connaissent très bien, un ancien maire de Liège qui, lui, était un grand professeur de lettres, mais très passionné par l'histoire de la RDC, c'est-à-dire il est parti là-bas, il a vécu là-bas, il a regardé et surtout, il avait une maîtrise complète de la culture congolaise. Et cet individu-là est arrivé au Parlement avec des dossiers congolais à la main. C'était un homme, un Belge, un homme blanc de peau, mais un orateur de haut niveau. Et il a commencé son travail de lobbying au sein du Parlement belge pour convaincre la majorité du Parlement belge que de toute façon la Belgique est condamnée. La Belgique n'est qu'un simple gestionnaire de la RDC. Donc elle est condamnée à un moment donné de dire aux gens qui donnaient les instructions à la Belgique de faire ceci, cela en RDC, de leur dire clairement que la RDC doit basculer comme tous les autres pays africains qui étaient en préparation, comme on l'a vu avec notre frère Luzolo. Tous les autres pays d'Afrique étaient préparés à l'indépendance, tous.
Et dans les calendriers occidentaux, l'indépendance de l'Afrique, de tous les pays africains, c'était une évidence pour faire évoluer l'économie mondiale. Ils ne pouvaient plus continuer à contrôler l'économie africaine par eux-mêmes. Il fallait qu'on laisse l'économie africaine libre entre les mains des Africains pour faire avancer toute l'économie mondiale. Et effectivement, aujourd'hui, l'économie mondiale est bien avancée. Les décisions occidentales ont été intelligentes par rapport à ça. Chez les autres colonies, comme on l'a constaté, chez les francophones, d'autres pays francophones, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, tous ces pays-là avaient un collège d'intellectuels bien formés que la France avait préparé. Il y en a d'autres même, comme Houphouët-Boigny, qui étaient déjà membres du gouvernement, maîtrisant les dossiers administratifs, d'organisation administrative d'un État. Donc, en RDC, Lumumba est arrivé, ne sachant même pas ce que c'est un décret ministériel, comment ça se rédige, comment ça fonctionne. C'était un autodidacte, comme l'a dit Luzolo. Donc on doit vraiment lui donner beaucoup de réserves quant à ses erreurs et à ses égarements politiques. Par contre, on a regardé aussi dans les colonies anglo-saxons, eux aussi étaient formés. Nkrumah est arrivé en 1957 au sommet de son art, dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Parce que lui, il a lutté face aux colonisateurs anglais avec les arguments, la maîtrise de la culture ghanéenne et surtout la projection de son pays au niveau de l'indépendance. Donc, la RDC arrive en 1955 avec... M. Auguste Bousséret arrive en 1955 au sein du Parlement belge avec le dossier de la RDC et la connaissance que la RDC n'a pas les acteurs politiques nécessaires pour gérer l'indépendance. Donc Auguste Bousséret, en coulisses, pour ceux qui les connaissent, nous avons eu l'occasion de fréquenter certaines personnalités qui étaient avec Auguste Bousséret à l'époque. Ils nous ont expliqué ceci, ils nous ont dit, M. Auguste Bousséret était persuadé que la formation autodidacte en RDC ne prendrait pas beaucoup de temps. Mais par contre, la mise en place constitutionnelle d'un régime, ça prendrait beaucoup de temps parce que le système royal belge est opposé à toute indépendance directe de la RDC par rapport aux autres pays anglo-saxons. Cette problématique, Auguste Bousséret l'a gérée tout seul, sans les Congolais. Voilà l'erreur qui a pondu une constitution incomplète. Qu'aujourd'hui, avec du recul, nous considérons, nous voyons les errances et les erreurs d'écriture, nous disons que ce n'était pas vraiment l'outil nécessaire d'organisation d'un État beaucoup plus vaste que la République, que le Royaume de Belgique ici. Donc, Auguste Bousséret, en 1955, lorsqu'il rentre au Parlement, il a en main la connaissance que le niveau d'éducation à RDC est trop bas par rapport à l'indépendance. Il a en main que le système social congolais n'est pas à la hauteur pour donner à ces gens-là la possibilité de s'autogérer. Il a en connaissance que l'économie tout entière de la RDC est contrôlée, entièrement contrôlée, pour payer la dette belge à l'étranger. C'est-à-dire le roi belge est endetté considérablement par rapport aux multinationales et il payait la dette grâce aux exploitations directes des Congolais à partir de la RDC. Tous ces dossiers-là arrivent entre les mains d'Auguste Bousséret. Et Auguste Bousséret, je signale pour certains qui le connaissent, il faisait partie d'un cercle de réflexion ici en Belgique qui, je peux le citer sans pour autant froisser certains. Ce professeur éminent, c'était un grand membre de l'école maçonnique belge ici. Et c'est grâce à ces fréquentations-là qu'Auguste Bousséret a préparé maintenant les opérations qu'on a vues venir en 1958. Et patatrac, en 1958, Auguste Bousséret arrive directement au sein du Parlement belge élu. Mais, deuxième circonstance, des faits des circonstances, Auguste Bousséret arrive au sein d'un nouveau mouvement qu'on appelle aujourd'hui, que nous appelons tous ici en Belgique, le MR. Auguste Bousséret arrive au sein du mouvement MR comme étant un élu du MR. MR, un nouveau parti progressiste, épris des libertés, qui veut absolument que les dossiers congolais arrivent au sommet. Donc, Auguste Bousséret en 1958, lorsqu'il rentre au Parlement, il est rempli de fougue et il a décidé, grâce à son groupe de réflexion ici belge, il a dit
désormais la RDC doit rentrer dans le même schéma que les autres pays africains. Il est hors de question que la Belgique prenne une autre trajectoire que la trajectoire de l'indépendance. Donc, Auguste Bousselé, à travers ses réseaux, il a pris contact avec les Américains qui étaient en fait le promoteur économique de la RDC. Et il a convaincu le responsable américain que la RDC aussi ferait partie des listes de pays indépendants en 1960. Voilà comment l'histoire, la vraie histoire de la RDC s'est dessinée, que nous n'avons pas, nous, nos frères congolais, nous n'avons que l'autre partie qui nous ont laissé et qui paraît un peu flou. Maintenant, en 1958, lorsqu'il est arrivé au Parlement, le MR est majoritaire et Auguste Bousseré négocie âprement avec le roi tout en disant des fausses vérités au roi. Il a dit au roi ceci que pour sauvegarder la RDC, il va falloir que le roi investisse encore. Le roi dit non, je ne peux pas investir en RDC. Je vais investir avec quoi? Je dois payer la dette. Je dois payer la dette et je n'arrive pas à payer la dette. Donc, comment je vais faire? Auguste Bousselé dit j'ai des idées, je peux mettre en place des choses en RDC pour que la dette soit payée. Alors le roi décide, au sein du nouveau gouvernement en gestation, il décide de nommer Auguste Bousseré en tant que le ministre de colonie de la RDC. Voilà la mise en place de la machine fulgurante qui a pris de 58 en 60, 2 ans seulement mes frères, 2 ans seulement, Auguste Bousseré a eu besoin pour former des autodidactes à arriver à la table ronde avec des discours de haut niveau qui sont restés dans les annales de l'histoire. Lumumba est arrivé avec un discours qui est resté dans les annales de l'histoire, tout en étant autodidacte, pas professeur d'université, autodidacte, sans connaissance ni compétence, mais il a parlé avec un discours de cœur. Regardez l'hymne national qu'Auguste Bousseré a écrit, que nous avons chanté tout à l'heure. C'est encore l'œuvre de Bousseré qui a écrit l'hymne national selon la maîtrise qu'il avait de la réalité sociale de la RDC. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'on est dans le chaos et que relever la RDC, on n'a pas besoin du royaume de Belgique. On a besoin simplement des élans et des personnalités de la RDC. Des jeunes de la RDC qui vont recréer un autre monde qui est le renouveau de la RDC. Merci beaucoup Patrick Ileko. Ça c'est la première partie. La première partie, ça sera débat directement. Je prends Patrick Yogo, le temps de faire passer le micro là-bas, c'est Patrick Yogo. On va écouter Patrick Yogo et après Patrick Yogo, peut-être ça sera 2 minutes arrêt des bombes, témoignage 30 juin 60. Comment l'avez-vous vécu ici en Belgique, comme Belge, le 30 juin 1960? Et puis si notre bien-aimé André a aussi 2 minutes, juste 2 minutes, réagir par rapport au 30 juin. Et on va entamer deuxième partie qu'on va scinder en 2. Deuxième partie, ça sera un débat. On va clôturer la première partie et on va lancer deuxième vidéo pour la deuxième partie débat. Voilà, merci Pasteur Bogo, merci à ceux qui nous suivent également. C'est vraiment un jour extraordinaire puisqu'on est en train de faire un voyage dans le temps où certains ont vécu cette époque de manière consciente, d'autres étaient encore plus petits, d'autres n'étaient même pas nés et je fais partie de cela. Et je suis ébahi par cette culture qu'avaient nos parents, nos aînés, de pouvoir ainsi, par la force de leur conviction, par leur détermination, aller arracher, même si c'était dans le vent de l'histoire, cette indépendance. On l'a décrit ici, il n'était pas question de personnes avec des compétences académiques ou intellectuelles de haut niveau. Et pourtant, ils ont demandé des choses simples, des choses qu'on devrait comprendre toujours, c'est-à-dire les valeurs, les idéaux. Ce sont des éléments qui doivent animer les gens, les peuples, au-delà des intérêts. Je vais, chose que je fais très rarement, lire certains extraits des 3 discours qui ont été prononcés ce jour-là, ce jeudi 30 juin 1960, pour vous montrer cette symétrie, et je parlais de voyage dans le temps, et vous verrez que ce qu'il disait à ce moment-là était en droite ligne de ce qui allait advenir, même aujourd'hui, 59 ans après. Je commencerai par un court passage du discours du roi Baudouin, le roi des Belges. Il dira « Le grand mouvement de l'indépendance qui entraîne toute l'Afrique
a trouvé auprès des pouvoirs belges la plus large compréhension. Et ça, c'est très important. En face du désir unanime de vos populations, nous n'avons pas hésité à vous reconnaître dès à présent cette indépendance. Un deuxième point, et ça c'est un avertissement, votre tâche est immense et vous êtes les premiers à vous en rendre compte. Les dangers principaux qui vous menacent sont l'inexpérience des populations à se gouverner, les luttes tribales qui jadis ont fait tant de mal et qui à aucun prix ne doivent reprendre l'attraction que peuvent exercer sur certaines régions des puissances étrangères prêtes à profiter de la moindre défaillance. Et je vais juste citer encore un dernier point sur le discours du roi des Belges. L'Afrique et l'Europe se complètent mutuellement et sont appelées, en coopérant au plus brillant essor. Le Congo et la Belgique peuvent jouer un rôle de première grandeur par une collaboration constructive et féconde dans la confiance réciproque. Gardez en mémoire ces quelques extraits. Je vais citer un petit passage du discours du président Kasavubu-Joseph. La Belgique a eu alors la sagesse. D'abord, le développement de l'instruction, la création et la diffusion des journaux et périodiques, la multiplication des postes de radio, tout cela contribua à la naissance dans les villes d'abord, dans les milieux ruraux ensuite, d'une opinion publique, d'où, petit à petit, se dégagèrent les éléments d'une véritable conscience nationale. La Belgique a eu alors la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire. Et comprenant la grandeur de l'idéal de la liberté qui anime tous les cœurs congolais, elle a su, fait sans précédent dans l'histoire d'une colonisation pacifique, faire passer directement et sans transition notre pays de la domination étrangère à l'indépendance dans la pleine souveraineté nationale. Et maintenant, je vais chuter sur le discours du Premier ministre, Lumumba Patrice. Je vais vous lire évidemment le passage le plus connu et un petit passage à la fin qui vaut son pesant d'or. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils, à leurs petits-fils, l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Encore le mot liberté. Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant, et c'est là où il a commencé à faire mal, que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Et je vais finir avec ce petit passage. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Vous voyez, malgré les points de vue divergents des uns et des autres, il y a des points communs. L'idéal est important, la liberté. L'unanimité d'un peuple, lorsqu'un peuple s'autodétermine, nul ne peut l'empêcher de le faire. Qu'il soit diplômé, bien éduqué ou non, on ne peut pas, c'est irréversible. Et surtout, l'appui des médias, qu'ils soient écrits, télévisuels et autres. Et maintenant, avec la technologie, et on en arrive maintenant à ce qui se passe aujourd'hui, vous verrez que ces médias, que Pasteur Bobo et tous les caméramans et toutes les personnes qui écrivent et qui diffusent les informations, permettent aux gens de se baser sur ce qui est réellement important. Ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs qui doivent diriger notre politique. Ce sont les valeurs qui doivent diriger notre économie. Et j'en suis persuadé, peut-être n'aurai-je pas la chance de le voir de mon vivant, qu'effectivement, la République démocratique du Congo, le Zaïre de l'époque, ou la République du Congo au 30 juin 1960, quel que soit le nom qu'on aura peut-être dans quelques années, sera effectivement à l'avant-garde de l'Afrique et peut-être va, une fois de plus, permettre un saut
une révolution dans le monde grâce non seulement à ses ressources, mais aussi à ses individus, à ses peuplades. Et je m'en arrête là et j'espère que ce sera une journée de méditation pour nous tous. Merci beaucoup. Passez le micro de traitement, arrive des bons témoignages. Je n'ai pas préparé d'aucune façon. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas dans l'analyse. Je suis intéressé dans la politique seulement à cause du social, syndicalement, assez tard dans ma vie, au moment presque de la pension, d'être retraité, j'ai commencé à m'investir un peu là-dedans. Et il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire ou que je ne veux pas dire, surtout ici, aujourd'hui, un jour comme celui-ci, que je le fais naturellement, dans mon propre tempérament. Mais c'est clair qu'il ne faut pas sous-estimer les choses qui sont dans le monde. Et là, je nous rappelle que la Bible est une très bonne source. Toutes les choses qui sont dans la Bible ne nous disent pas ce qu'il faut faire, nécessairement. Mais ils donnent des très bons, j'aime les mots anglais, le pasteur le sait, field cases. Ils nous préparent à la vie. Même l'histoire. Vous étiez où le 30 juin? Le 30 juin, on est aujourd'hui le 30 juin. Le 30 juin 68. Je regardais quasi, et là c'est proximité seulement, j'associe ça avec ça, la télé noir et blanc. On ne l'avait pas encore longtemps, parce que mes parents n'étaient pas du tout riches, comme une bonne partie, 90% des Flandres, nous étions des ouvriers. Pareil en Wallonie, mais notre vue de la Belgique était qu'en Wallonie se trouvaient les capitalistes, les vrais, et à Bruxelles. Et les ouvriers, on les aimait bien parce qu'on était parmi nous. On n'avait pas de prétention. Les hommes à l'âge de 60-65 ans, ils étaient fatigués. On voyait ça dans leur physionomie. Ils étaient déjà plus vieux que moi, j'en ai l'air aujourd'hui, et j'ai déjà 71 ans. Donc, on a aimé et en même temps, on a été effrayé, parce que l'image que j'ai devant moi, très proche de cette date-là, c'est évidemment le roi Baudouin qui écoute un peu effaré, parce que là, on le prend un peu au dépourvu. Là, il était un peu comme nous, les ouvriers, parce qu'il n'est que un symbole de la souveraineté, de la dynastie. Il n'est pas le pouvoir. Et après, une coccinelle blanche ou blanc cassé, avec, et j'ai oublié, l'homme meurt, je pense, derrière le volant, mais je ne suis plus tout à fait sûr pour les détails, et une femme dans une robe fleurie, à peu près jusqu'aux genoux, qui pleure. Et une autre image, et c'est peut-être bien de le dire, parce qu'il faut être brusque, et j'ai demandé à Dieu de m'aider, parce que je ne savais pas quoi dire. Je ne suis pas préparé. Un homme ligoté derrière, et aux chevilles, et il était complètement comme ça, par terre, dans l'herbe. Et on a tiré dessus avec un automatic gun. Et on voyait le corps sauter 1 mètre en hauteur d'inertie, par la force des balles et de l'homme. Donc ça montre un peu l'enfant qui regarde. Et je l'exprime seulement parce que je réfléchis quand même un peu avant de dire quelque chose, bien qu'il n'y a pas beaucoup de temps. C'est de se dire, on veut faire mieux. Hein? C'est pas seulement l'homme blanc qui est méchant. L'homme n'est pas bon à lui-même. J'ai beaucoup aimé Rousseau et dire d'autres. Je reconnais cet esprit un peu dans mon frère là. Il s'emballe avec cette chose et c'est bien. Mais il faut aussi faire l'autre réflexion. Donc, je prie que Dieu donne quelque chose de bien, pas seulement au Congo. Il faudra chercher à trouver des alliés. Et ils ne seront pas nécessairement où vous y attendez. Mais je crois, et là le pasteur le sait, que Jésus est déjà sur terre. Pour moi, il est déjà sur terre. Il a descendu de son trône, il est prêt. Il a dit, les Mundele, depuis 3000 ans, je leur fais des cadeaux. Même en Abraham, il y avait des Ashkenazis, des Skites, dans son sang et dans ses descendants. Et il en a fait des cadeaux pendant 3000 ans. Est-ce que vous croyez que Dieu est malhonnête? Il est prêt à donner des cadeaux, mais il faut développer avec grande rapidité dans l'apprentissage du pouvoir la maturité. Je ne sais pas, M. Bobo, le fait sur lequel je veux revenir, c'est un peu un fait d'injustice que j'ai constaté depuis que je suis un petit enfant, évidemment.
Je suis né après l'indépendance, évidemment. Mais j'ai connu le grand rebelle qu'on a appelé Moulay Le Pierre. C'est un homme qui a été aux côtés de Lumumba. Jusqu'au moment où on les a arrêtés à Sankourou, quand on a arrêté Lumumba, Moulay Le Pierre était à ses côtés. Il s'est enfui, il s'est caché dans la forêt. Puis il s'est mené jusqu'à rejoindre Kizenga, qui était à Kananga. Et de là, il est parti en Europe, aller en Chine pour suivre sa formation. Il a combattu durant toutes ces années qu'il a passées pendant la rébellion. Bien, il ne citait que le nom de Lumumba, il ne faisait que les idéaux de Lumumba. C'était vraiment un proche de Lumumba. Mais à sa mort, en 1968, il a été abattu par Lumumba dans le camp Kokola-Kinshasa. Personne n'en parle, on n'a jamais rien dit à propos de Moulay Le Pierre. C'est tout cela injuste. Je me suis dit que je disais un mot, ça peut réveiller d'autres consciences au niveau du pays, même les écrivains africains. Les écrivains congolais peuvent quand même écrire quelque chose là-dessus. Moi, j'ai quand même une abondante littérature à la maison concernant Moulay Le Pierre, mais je ne peux pas l'exposer ici, évidemment. Mais en tout cas, c'est une histoire triste que Moulay Le Pierre a vécu, jusqu'à la battre comme un chien. Il a été déchiré comme ça, un petit morceau. On a d'abord arraché les yeux, puis les oreilles, et ainsi de suite. Et les restes, on a jeté comme ça au chien. Et personne n'en parle. L'autre, c'est quelqu'un qui a payé cher, mais à l'autre très cher, pour son appui à Lumumba. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup, André. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous. C'était des orateurs de haut niveau. Peut-être vous aurez de la chance, on pourra le mettre par orateur. On va le mettre deux formats, par orateur et puis un groupe. Merci. Nous prenons la pause. Ça sera, deuxième partie, ça sera débat dans l'actualité compliquée. Il y a eu un mort à Goma le 30 juin. En tout cas, on va... Un mort. Vous dites 3 morts. J'ai lu un mot, on va voir. André dit 3 morts, moi je vais dire un mot, mais on va en parler, grand débat. C'était la première partie, la deuxième partie dans quelques minutes. Merci, à la prochaine.